Qu'est-ce qui nous est arrivé à nous, notre histoire à nous? Lucie était agrégée d'histoire. Elle avait enseigné un an à l'université de Strasbourg. Strasbourg était non seulement occupée, mais annexée par les Allemands. Les Allemands avaient décidé que l'Alsace et une partie de la Lorraine feraient partie du territoire allemand. Alors l'université de Strasbourg s'était repliée à Clermont-Ferrand. Moi j'ai été prisonnier de guerre et je me suis évadé. Étant évadé, je suis parti dans la zone sud, ingénieur, qui n'était pas directement occupée par les Allemands, à Lyon. Lucie, qui avait été prof à Strasbourg, avait fait l'année scolaire 39-40 en Bretagne, à Vannes, mais elle voulait avoir un poste à Lyon. Elle est donc partie à Clermont-Ferrand pour voir les autorités de l'université, pour demander un poste à Lyon, qu'elle a obtenu sans difficulté. On avait 2 millions de prisonniers. Beaucoup de professeurs étaient prisonniers. Par conséquent, il y avait de la place. On pouvait obtenir un poste à l'endroit qu'on voulait. Alors à Clermont-Ferrand, elle a rencontré un jour un de ses amis, un de nos amis, parce que je le connaissais aussi, de Strasbourg, qui s'appelait Jean Cavaillès, un philosophe connu. Il avait été prof de philo dans le lycée où elle avait enseigné. Et alors ils se sont mis à une terrasse de café à discuter. Et Jean Cavaillès et Lucie étaient en train de se dire ce que fait le gouvernement de Pétain, ça ne nous plaît pas. Il n'y a plus de liberté, personne ne sait ce qui se passe. Il n'y avait pas de. Toute la radio était contrôlée, il n'y avait naturellement pas de télévision, on ne savait pas quelles étaient les nouvelles. Ils commençaient à discuter de ça à haute voix sur la terrasse du café. À la table voisine, il y avait 2 autres gars qui étaient en train de boire un coup, qui les ont entendus, qui sont venus à leur table. Et ces 2-là, c'était Emmanuel Dacier de la Vigerie, un officier de marine devenu journaliste, et Jean Rochon, qui était un journaliste au journal La Montagne, c'est le journal de Clermont. Et ils sont assis autour de la table en disant « ça ne peut pas durer comme ça, il faut commencer à faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. » Alors ils se sont mis d'accord pour avoir quelques mots de passe pour correspondre les uns avec les autres entre Clermont-Ferrand et Lyon. Lucie a eu son poste à Lyon, elle est rentrée, elle me racontait tout ça, elle m'a dit on va faire quelque chose. Et moi j'étais sceptique. J'avais été prisonnier, j'avais vu cette armée allemande écrasante, et faire quelque chose, on était vraiment assez assommés. Mais bouge pas la caméra. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit ben, je vais prendre la craie et faire des graffitis sur les murs. Non professionnels. Quelques jours après, 4 ou 5 jours après, on sonne à la porte et je vais ouvrir. On avait un petit logement à Lyon. Je vais ouvrir et il y a un jeune gars qui ouvre la porte et qui dit sous le pont Mirabeau, à haute voix. Et Lucie, du fond de sa cuisine, répond « coule la Seine ». C'est un verre d'Apollinaire qui servait de mot de passe. Alors il est entré, je fais sa connaissance, c'était un jeune agrégé de philo qui s'appelait Jacques Vernant, le frère de Jean-Pierre Vernant. Le frère de Jean-Pierre Vernant, qui est un philosophe connu, professeur au collège. Bon, alors Jacques Vernant, il entre, il discute. Et vous entendez à peu près. À partir de ce moment-là, moi j'ai pris cette histoire un peu plus au sérieux et j'ai pris aussi des bouts de craie pour faire des graffitis sur les murs. Alors on écrivait « à bas les boches, vive la liberté ». Et on s'apercevait, on parlait aussi, on parlait autour de nous, on parlait aux amis, on parlait aux cousins, on parlait aux copains. Et on s'apercevait que le problème numéro 1, c'est que les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et on s'est dit, il faut informer. Il faut informer les gens. Là, ce qu'on a appelé ensuite la résistance, ça a commencé par l'information. C'est le plus important. On a besoin de savoir ce qui se passe. C'est toujours vrai. Quand il y a des événements importants, on a besoin de savoir ce qui se passe. Alors on a commencé à faire des tracts. On écoutait la radio anglaise, on écoutait la radio suisse,
On avait des collègues parlant allemand qui écoutaient les radios et on faisait des petits tracts qui se terminaient par quelques mots de propagande. Et c'est ainsi que sont nés des centaines de mouvements de résistance. Il y en avait ces petits noyaux, il y en a eu partout. Et ils ont tous à peu près suivi le même chemin, tout au moins dans la zone non occupée, la zone sud. Il y a un tract. Dans la zone nord, c'était beaucoup plus difficile parce que l'armée allemande était là et la police allemande était là. Donc c'est comme ça que petit à petit, autour de tracts et ensuite autour de journaux clandestins, se sont créés les mouvements de résistance. Le nôtre s'appelait Libération. Il y a eu aussi le combat, il y a eu Franc-Tireur, il y a eu témoignages chrétiens, il y en a eu vraiment des centaines. Très divers comme forme. Des centaines autour des députés. Je parle de la zone sud, hein. Comment on s'est mis à faire un petit peu d'information et de propagande. Je vous interromps. Il faudrait expliquer que M. Aubrac était ingénieur. Je suis ingénieur du également. C'est intéressant, moi, de situer sa femme, mais quand même, c'est pas lui, ils n'ont pas pris le pouvoir. Je referme la parenthèse. Je suis encore. Je referme la parenthèse. Non, mais c'est intéressant de savoir, quoi. Bon, je referme la parenthèse. Continuez. Alors, je vous ai raconté comment naissent des mouvements de résistance dans toute la France par petits groupes. Mais en même temps, il y a un autre phénomène très intéressant qui se produit. Les Anglais qui résistent à l'invasion allemande, qui sont menacés d'une invasion de l'Europe, ils ont besoin de savoir ce qui se passe sur le continent, évidemment. Alors, ils ont besoin de renseignements militaires. Ils envoient des officiers Tous les ministres ou des civils parlant français en France pour observer évidemment. ce qui se passe sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan économique. On pense au moment d'extermination. Ces Évidemment, hommes-là, dans l'extermination, quelquefois, il y a eu non seulement les juifs croyants, créent un petit groupe très limité, mais en choisissant des gens bien placés, capables d'observer, des gens du chemin de fer, des gens de l'administration, des gens dans le poste, des militaires, etc. Et ça crée des réseaux. Donc vous avez d'un côté des mouvements qui cherchent à s'élargir, à mobiliser des gens, à mobiliser l'opinion. Et puis d'un autre côté, vous avez des réseaux. Et très vite, De Gaulle, les jeunes de Gaulle font la même chose. Ils envoient aussi des agents pour créer des réseaux. Et donc le pays se couvre petit à petit. Ça prend à peu près toute l'année 41, une partie de l'année 42, d'un tas d'organisations qui sont des mouvements de résistance et des réseaux de renseignement, quelquefois des réseaux de sabotage ou des réseaux d'action. C'est comme ça que ça commence. Mais on n'est pas encore à l'armée secrète dont nous parlait tout à l'heure le colonel Oriol. On commence par faire une résistance sans armes. On informe les gens, on fait de la propagande, on exprime ce que nous ressentons, c'est-à-dire la privation de la liberté, l'intolérable privation de la liberté, le besoin de rétablir un minimum de valeurs. On constate aussi les lois d'exception faites par Vichy contre les francs-maçons, contre les juifs. On voit toute cette atmosphère qui est contraire à ce qu'est la République, aux valeurs de la République, et on essaie de montrer aux gens que ce qui existe et à les inciter à réagir. 33, et on fait une résistance sans armes. On n'a pas d'armes, naturellement. On n'a pas d'armes. Les autres, 37, mais à partir d'un certain moment, on se rend compte, et nos amis à Londres, les Anglais et les Français, se rendent compte qu'il va falloir un jour se battre contre cette armée allemande sur le continent. Et que toute cette résistance qui est en train de naître va pouvoir apporter un affront sérieux. Et en même temps, nous autres, dans la résistance, on a envie de se battre. Évidemment, on est des jeunes. On a 20 ans, on a 22 ans. On a envie d'en découvrir.
Et on n'a pas d'armes. Qu'est-ce qu'on va faire? Les déportés, Alors, qu'est-ce qu'on va les faire? travailler dans des On va usines d'armement. créer dans chacune des organisations des petits groupes qu'on va appeler paramilitaires. Ce pas des vrais militaires, on n'est pas militaires, mais on se prépare à devenir à pouvoir croire. Ce sont des groupes paramilitaires dans les différentes organisations. Et Vous naturellement, n'avez même pas le droit de... on a des copains dans les autres organisations. On ne connaît pas tout le monde, mais on en connaît quelques-uns. On sait bien que ce tableau-là, on le connaît, on voit comment est le pays. Et on se dit, pour être efficace, surtout quand il va falloir se battre, il faut s'unir. La lâcheté, la Par conséquent, il faut regrouper au moins tous nos groupes paramilitaires. Enfin, les Allemands savaient exactement. Alors en même temps, le père de Gaulle, Ils ne avant, savaient peut-être pas alors. il ne s'est pas du tout occupé au début de la résistance en France. Il avait bien autre chose à faire. Il est arrivé tout seul en Angleterre. Qui était pas loin. Il fallait qu'il se fasse reconnaître par le gouvernement anglais. Il fallait qu'il groupe un certain nombre de gens autour de lui. Dans son appel du 18 juin, il demande aux hommes et aux techniciens de venir le rejoindre. C'est-à-dire qu'il veut constituer un embryon d'armée française. Et puis, il reçoit les renseignements de ces réseaux. Il y a un certain nombre de gens qui traversent l'Espagne ou qui traversent la Manche et qui arrivent en Angleterre. Et à Londres, autour de Gaulle et autour des Anglais, on se rend compte que quelque chose est en train de naître sur le continent. Et on se dit, il faut aider ces gens à constituer quelque chose de plus puissant qui puisse avoir une signification dans la bataille. C'est à ce moment-là qu'intervient un préfet qui a été mis à la porte par Vichy, qui s'appelait Jean Moulin. Fin 41, il quitte la France, il arrive en Angleterre, il va voir De Gaulle et il discute avec lui. On ne sait rien sur leur conversation. Rien. C'est le silence total. Jean Moulin n'en a pas parlé, il n'a pas eu le temps d'en parler, il est mort très tôt. Mais De Gaulle non plus. Quand on lit le bouquin de Gaulle ou sa correspondance, on voit bien qu'il a reçu Jean Moulin. On sait à quelle date ils ont parlé. Ils ont parlé ensemble, presque tous les jours pendant une semaine, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Il y a une chose qu'on sait, c'est qu'au bout de ces entretiens, Jean Moulin est renvoyé par De Gaulle en France avec une double mission. Première mission de Jean Moulin, essayer d'organiser la coordination des mouvements de résistance de la zone sud. Ces différents mouvements dont j'essayais de vous raconter un peu la naissance. Deuxième mission de Jean Moulin, mettre sur pied l'armée secrète en réunissant ensemble l'ensemble de ces groupes paramilitaires.